Bonjour à tous. Merci de votre fidélité et surtout merci de nous suivre parce qu'aujourd'hui nous allons parler de la République démocratique du Congo, de ses valeurs, de tous les concepts développés, mais également de savoir vivre ensemble. Ensemble pour construire une nation qui doit être celle de tout le monde. Une nation qui accepte les différences, mais également qui travaille. Alors aujourd'hui, nous allons parler avec quelqu'un qui défrait la chronique depuis un certain temps sur une série de concepts. Congolité, plan Marshall, souvent des anathèmes contre tel ou tel autre. Qu'est-ce qu'il lui-même est finalement? Qu'est-ce qu'il propose? Qu'est-ce qu'il motive dans tout ce qu'il est en train de faire? L'invité aujourd'hui est Nicole Tchani, ou plutôt Noël Tchani. Noël Tchani, moi j'invite. Oui, Noël Tchani, moi j'invite. Bienvenue sur ce plateau. Merci de me recevoir à Télé 50. Noël Tchani, moi j'invita, ancien candidat président de la République en République démocratique du Congo. Voilà l'étiquette que vous avez. Noël Tchani, c'est celui qui a proposé le plan Marshall pour le développement de la RDC. Il enseigne des banques, des finances à l'Université catholique ici à Kinshasa. Et vous avez été candidat président de la République ici au Congo. Mais j'aimerais d'abord que ceux qui nous suivent vous connaissent un tout petit peu. Noël Tchani. Parce que tout le monde vous a découvert ici à Kinshasa durant l'élection de 2018, où vous étiez venu. D'abord, vous êtes présenté en retard. Ensuite, vous avez dit qu'il y avait l'argent qui n'était pas là, mais l'argent est venu. Ensuite, vos ustensiles ont été volés. Qui êtes-vous d'abord, Noël Tchani? D'où venez-vous? D'abord, Jean-Marie, je voudrais vous remercier sincèrement de m'accueillir à Télé 50 et de me donner l'occasion de m'adresser à nos compatriotes. On m'appelle Dr Noël Tchani, moi j'invita, un jeune garçon congolais né en Ganajika, dans l'actuelle province de la Lomami, l'ancien Grand Kassai, ou l'actuel toujours Grand Kassai, mais dans la province de la Lomami, où j'ai fait les premières armes. J'ai étudié à l'école primaire, à l'école secondaire, et j'ai terminé dans une école qui était très prestigieuse à l'époque, le Collège Saint-Georges, actuellement appelé l'Institut Kolaï, une école qui était tenue par les missionnaires belges. Et quand j'ai terminé, j'ai eu l'un des meilleurs pourcentages. Le meilleur pourcentage, si je peux dire, du centre des examens d'État, l'un des meilleurs pourcentages donc du Grand Kassai. Je viens à Kinshasa. En quelle année vous avez eu votre diplôme d'État? 76. 76. Je viens à Kinshasa et j'obtiens une bourse du Conseil exécutif national. C'est le gouvernement du Zaïre à l'époque. On m'envoie pour étudier en Belgique. J'ai étudié à l'université de Liège, je m'en vais en France et aux États-Unis. En Belgique, j'étudie jusqu'à obtenir le diplôme de maîtrise en sciences économiques à l'université de Liège. Après cela, la situation du Zaïre n'était pas bonne. J'ai voulu continuer les études. Je suis allé à l'université de Grenoble. J'ai obtenu le diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion financière et fiscalité. Après avoir terminé, je suis allé à Paris, où j'ai étudié dans une école de commerce, le 3e cycle, école de commerce appelée l'Institut supérieur de gestion, où je rencontre Martin Fayoulou. Je termine là-bas, je m'en vais aux États-Unis et je fais MBA, Masters of Business Administration, dans le Wall Street à New York, à Delphi University, spécialisation en banque et marché financier. Quand je termine, je reviens à Paris pour faire mon doctorat en sciences économiques à l'Université de Paris 9 Dauphine. J'obtiens le doctorat en sciences économiques avec spécialisation en banque et finance. J'ai fait une thèse de doctorat. Oui, d'accord, Nicole Tchani. Une thèse de doctorat. Noël Tchani. Je voudrais finir, ça c'est important. S'il vous plaît, on n'est pas là pour dégrainer les diplômes. Ce n'est pas l'objet de l'émission. Non, mais je voudrais terminer parce que je suis arrivé à la fin. Oui, d'accord. J'obtiens mon diplôme de doctorat avec la mention très honorable et félicitations du jury. Oui, j'ai fait la thèse sur la Banque centrale du Congo, l'indépendance des banques centrales, l'obligation de rendre compte et l'impact sur la politique monétaire, application à la République démocratique du Congo. J'ai dû terminer la thèse donc en 2000, mais j'avais commencé depuis très longtemps, pendant que j'ai travaillé déjà à la Banque mondiale. Vous avez donc une thèse doctorat. Et après ça, j'ai fait des études post-doctorales à Harvard, dans le domaine de leadership et management. Voilà en ce qui concerne donc les études. Après cela, je travaille dans les banques à New York. D'abord,
je travaille à la Republic National Bank of New York et après je m'en vais à la JP Morgan Chase. Au passage, je suis passé par la Citibank. JP Morgan Chase, j'ai fait un total de 10 ans. Je prête de l'argent aux banques, aux entreprises et au gouvernement dans les Caraïbes, en Afrique, en Europe de l'Est. Et après mais vous êtes employé à la banque. Vous étiez employé à la banque. Oui. D'accord? Quand on est employé à la banque, on travaille, on a un salaire. Point barre. Ce que je m'intéresse, moi, c'est de savoir... Après cela, je m'en vais à la Banque mondiale. Et j'ai fait à la Banque mondiale littéralement 30 ans. À la Banque mondiale, basée à Washington, mais couvrant plusieurs pays à travers le monde. Comme quelle qualité à la Banque mondiale? Je suis sorti. Pendant 30 ans, j'ai dû gravir les échelons. Je suis sorti avec le titre. Mais vous ne pouvez pas être à la fois dans les banques privées à la Banque mondiale. Mais je viens vous dire qu'après avoir terminé à New York, j'ai été recruté par la Banque mondiale pendant que j'ai travaillé à New York à la JP Morgan Chase. Je quitte la JP Morgan Chase, je m'installe à Washington et j'ai gravi les échelons. Et je suis sorti de la Banque mondiale avec le titre de directeur résident de la Banque mondiale, ayant couvert plusieurs pays à travers le monde. Je suis parti de la Banque mondiale en démissionnant pour venir me présenter aux élections présidentielles. Pourquoi? Parce que vous n'avez jamais été chassé de la Banque mondiale pour mauvaise conduite? C'est faux complètement. Je peux vous montrer la lettre, malheureusement je ne l'ai pas amenée, qui m'a été envoyée. Mais une démission peut être reçue sur base de ce qu'on vous a reproché. C'est faux, absolument. Je vous dis bien que je suis parti de la Banque mondiale pour me présenter aux élections présidentielles à la République démocratique du Congo. En 2018, là? Oui. En 2018, pourquoi? Parce que la Banque mondiale a des politiques qui disent que quand vous êtes fonctionnaire international, vous êtes supposé être neutre. Vous ne pouvez pas, d'une part, faire la politique dans votre pays et de l'autre part, continuer à être fonctionnaire international. On m'a demandé de démissionner, j'ai démissionné. Ceux qui propagent de fausses nouvelles, là, je voudrais leur dire une chose. D'abord, ils ne connaissent même pas où se trouve la Banque mondiale. Non, ils ne connaissent pas comment on fait pour entrer à la Banque mondiale. Je suis quelqu'un de très respecté, de très respectable. Au niveau de la Banque mondiale, au niveau de beaucoup de pays, sinon de tous les pays à travers le monde. Parlons d'abord de l'homme Noé Tchani. Étudier, c'est bien. Beaucoup de gens ont étudié. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est la cohérence dans votre parcours. De votre séjour aux États-Unis, à la Banque mondiale ou dans les banques privées, vous avez réalisé quoi à titre personnel en tant qu'homme? Très bonne question. Je vais commencer par les banques commerciales. Oui. Quand j'étais dans les banques commerciales, j'ai fait des prêts à plusieurs banques, plusieurs entreprises, plusieurs pays à travers le monde. Dans les Caraïbes, j'ai aidé les gouvernements de Jamaïque, des îles Barbades, Trinidad et Tobago, toutes les îles. Mais quand vous dites vous, c'est la politique de la banque, ce n'est pas l'individu. Mais bien sûr, mais c'est moi le chef de mission, c'est moi le lending officer, comme on appelle ça. Quand une banque propose une stratégie, ce n'est pas l'homme, ce n'est pas l'employé qui proposez. Mais je ne vous ai jamais dit que j'ai proposé donc la stratégie. Je fais partie de la définition de la stratégie pour faire des affaires dans un pays. C'est comme ça que ça marche. Une fois qu'on a défini la stratégie, maintenant, il faut mettre en œuvre cette stratégie-là. Et je fais partie de l'équipe. Soit je dirige l'équipe, soit je fais partie de l'équipe. Oui. J'ai joué ce rôle-là. Mais ça, c'est au niveau des Caraïbes. Mais je voudrais vous dire ce que j'ai fait ici en République démocratique du Congo pendant que j'étais banquier commercial. Je suis venu ici en République démocratique du Congo. J'ai fait des prêts à des banques congolaises, c'est-à-dire l'Union zaïroise des banques, la Banque du Peuple, la Banque de Kinshasa et la Nouvelle Banque de Kinshasa. Et j'ai des gens qui ont fait affaire avec moi. Je voudrais mentionner certaines de ces personnes-là. La première personne... Ça veut dire qu'on... Attendez. Vous travaillez dans quelle banque, dans quel pays? Bon, je vous ai dit que j'étais encore à New York dans les banques commerciales. Bon, les banques commerciales, vous êtes installé aux États-Unis. Il y a des Congolais qui sont installés ici. Comment est-ce qu'on travaille ensemble? Oui. Très bonne question. Comment vous venez pour prêter l'argent ici? Laissez-moi expliquer maintenant. Oui. Je suis basé à New York, mais je couvre des relations avec les banques correspondantes dans les pays étrangers. C'est moi qui gère ces relations-là, qui maintiennent des contacts. En tant que banque correspondante? En tant que banque correspondante. Je suis leur correspondant à New York. Je viens ici, je voudrais vous mentionner quelques noms de personnes qui sont vivantes auprès de qui vous pouvez vérifier. La première personne, Louis Nsa Elongo, il est directeur du cabinet du gouverneur de la Banque centrale. Je l'ai connu quand il était à la Banque de Kinshasa. Vous l'avez prêté quoi à lui? J'avais des lignes de crédit que je faisais à ces banques-là. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il y avait M. Isungu, qui était, je crois, directeur général de la Banque du Peuple, là où se trouve la CENI aujourd'hui. J'ai couvert des relations avec ces banques. Mais ça, c'est le travail de correspondance. Qu'est-ce que ça a de particulier? Mais monsieur, vous ne comprenez pas le système bancaire. Non. Quand je vous dis... Non, s'il vous plaît, laissez-moi expliquer. Une banque qui correspond avec une autre étrangère,
s'il y a des facilités, des transactions, je voudrais maintenant vous expliquer ce que c'est le travail. Oui. Je voudrais maintenant vous expliquer. Oui. Vous m'avez posé qu'est-ce que je faisais comme travail. Oui. Ok. Je n'ai rien à vous prouver, je vous dis ce que je faisais comme travail. J'ai géré les relations avec ces banques-là. Les lignes de crédit, quand ils doivent importer, avoir des lignes de crédit confirmées par une banque étrangère, c'était ça, c'était moi le contact. Oui, s'ils veulent emprunter de l'argent auprès de la banque internationale, c'est moi qui prends le dossier, qui étudie le dossier, qui le présente au crédit comité. Mais où est la prouesse là-dedans? Mais c'est ça le travail des banquiers, monsieur. Oui, mais ça, c'est le travail classique des banques. Mais je vous ai dit qu'il y avait une prouesse qui était différente du travail des Revenons banques. sur Ça, vous. c'est la première chose. Maintenant, laissez-moi, s'il vous plaît. Oui. Parce que vous avez posé une question importante. Il faut maintenant que J'ai je vous dit à dise titre au niveau de la personnel. banque. Mais à titre personnel, laissez-moi finir. Je ne suis pas venu ici pour perdre mon temps. Donc, Non. laissez-moi dire ce que j'ai fait comme travail. Parce que vous êtes en train de propager des fausses nouvelles en ce qui me concerne. Sachez que quand j'étais donc à la Banque mondiale, d'abord, j'étais, dans un premier temps, ce qu'on appelle task team leader, la personne qui gère des équipes pour aller dans un pays, faire les diagnostics, déterminer ce qui ne va pas avec ce pays-là et proposer des solutions. Particulièrement, dans un premier temps, je me concentrais sur le secteur financier. Je suis allé dans des pays tels que les îles du Cap-Vert. On a trouvé que le système bancaire était en faillite. Après avoir fait le diagnostic, c'est moi le chef de mission. Je mets en place l'équipe. On conçoit un programme de restructuration du système bancaire qui inclut non seulement la Banque centrale, non seulement la monnaie du pays, mais également de toute l'économie et de toutes les banques dans ce pays-là. Devinez quoi? Le Cap-Vert aujourd'hui est passé du groupe des pays à revenus faibles pour devenir pays à revenus Je intermédiaires. peux voter une question? Oui. Nicole, Noël Chani, dites-moi. Citez-moi un seul pays qui s'est développé grâce à la Banque mondiale. Non, il ne faut pas faire de l'amalgame. Je pose la question. Je vais vous donner, par Si exemple, vous parlez Banque mondiale, Voilà. quel est un seul pays au je ne monde suis pas venu qui ici s'est pour développé défendre, avec la Banque mondiale? Je ne suis pas venu ici pour défendre la Banque mondiale, mais parce que vous me posez la question, je vais vous répondre. Oui. Le premier pays, c'est les îles du Cap-Vert. Ah bon? Ce pays-là est passé du groupe des pays à revenus faibles, très pauvres. Quand j'ai commencé à travailler sur les îles du Cap-Vert, le PIB par habitant était de $170. Oui. Aujourd'hui, et grâce là, à quoi? J'arrive. Oui. Aujourd'hui, là, le PIB par habitant est de $7,708,000. Grâce à la Banque mondiale. Mais ils ont travaillé, ils ont su utiliser leur intelligence pour travailler avec la Mais Banque ça, mondiale c'est en symbiose. l'organisation interne de Cap-Vert. Mais messieurs, moi je pense que vous allez dans tous les sens. Non. Je vais vous dire, je vais vous répondre maintenant à la différence entre les pays comme le Cap-Vert Oui. et les pays comme la RDC. Les îles du Cap-Vert, et moi j'étais témoin oculaire de ça. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils demandent l'accompagnement de la Banque mondiale aux institutions financières internationales. Vous leur donnez des conseils, ils font non seulement ça, ils font mieux que ça. Ça, c'est les pays qui réussissent. Les pays comme la RDC, vous avez entendu M. Albert Youm parler. Quand vous entendez Albert Youm parler, est-ce que vous pouvez dire que la RDC était représentée par des gens qui étaient responsables? Non, vous confondez un peu Ils disent qu'ils recevaient des conseils et ils ont fait des mauvaises choses, ils veulent blâmer quelqu'un d'autre. La Banque mondiale n'est pas là pour développer ces pays-là dans ce sens. Parce qu'il n'y a la aucun Banque pays qui a mondiale été vous donne développé des par la Banque conseils, mondiale. Ça n'existe utilisez pas. ces conseils pour vous développer. Ça Si vous ne le faites pas et vous n'avez pas de bonnes Qui est équipes actionnaire de locales- la Banque mondiale? Pardon? Qui est actionnaire de la Banque mondiale? Tous les pays du monde y incluent la RDC. Les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, tous les pays Bon, alors africains, je tous les pays repose du ma monde. question autrement. Tous les pays Qui du monde. est actionnaire majoritaire de la Banque mondiale? L'actionnaire majoritaire, bon, il faut dire que les États-Unis ont à peu près 24-25% du capital, c'est le plus grand pourcentage. Mais il y a d'autres pays comme La direction de la Grande-Bretagne. Banque mondiale est aux mains de qui? Depuis qu'elle existe? La direction de la Banque mondiale, pardon. La Banque mondiale a toujours été dirigée par un Américain. Oui. J'arrive. Mais depuis, littéralement, 2015-2014, on a adopté maintenant un principe qu'on va choisir la meilleure personne. Mais pour l'instant, La Banque mondiale, c'est la banque des Américains. non, s'il vous plaît, il Voilà. ne faut pas dire du On a n'importe quoi. accepté Il ne faut pas dire n'importe quoi. une Je participation. Attendez. vous informe que Mme Ngozi Iweala, qui était ministre des Finances du Nigeria, Oui. était candidate pour être présidente donc, de la Banque mondiale. Oui, alors? Elle était candidate, elle n'a pas été sélectionnée parce qu'on a mis en place un comité qui a interviewé des gens, qui a sélectionné un Américain. Bon, c'est un début. Parce qu'au début, ça ne marchait pas comme ça. Le Trésor américain devait désigner qui devait être président de La la Banque Banque mondiale. mondiale est l'argument, pour ne pas dire le bras armé des États-Unis sur le plan. Je ne finance refuse pas- internationale. je ne refuse Merci pas beaucoup. cela. Mais ce n'est pas l'objet de l'émission. Oui. Noël Chani, pendant tout ce temps que vous êtes resté à la Banque mondiale, vous avez gagné combien d'argent? Non, moi je pense que ça, c'est une question qui n'est pas très intelligente. Je n'ai pas à vous dire
combien d'argent j'ai gagné à la Banque mondiale. Pour quelles raisons? Vous pouvez me dire combien d'argent vous avez gagné avec Joseph Kabila? C'est moi qui pose des questions. Si vous pouvez répondre, vous répondez. Si vous répondez, non, je ne peux pas vous dire ça parce que ce n'est pas votre affaire. Merci beaucoup. Deuxièmement, vous êtes venu ici candidat président de la République. Oui. Expliquez-nous comment un candidat président de la République, il ne vient pas avec l'argent pour faire la campagne. Comment vous pouvez affirmer des choses comme ça? Depuis que je suis venu ici, là, c'est vous qui me nourrissez, c'est vous qui me logez, c'est vous qui me donnez de l'argent. Comment vous pouvez dire qu'un candidat ne vient pas avec l'argent pour faire la campagne? Comment vous pouvez affirmer des choses que vous ne connaissez pas? Quand vous êtes venu, j'avais des raisons de ne pas faire plus que ce que j'ai fait. Et je vais vous dire pourquoi. OK? J'avais des raisons de ne pas faire plus que j'ai fait. Je voyais bien qu'il y avait une compétition entre certaines personnes et je ne voulais pas gêner certaines personnes. En particulier, je voulais que Félix-Antoine Tshisekedi puisse gagner. Si j'étais parti faire la campagne partout, j'allais diviser les voix kassayennes. Et si j'avais divisé les voix kassayennes, Félix n'allait pas devenir président de la République. J'ai été très stratège. Je suis candidat, mais n'oubliez pas que la CENI planifiait, ou bien la CENI, ou bien certaines personnes au Congo, planifiaient de pouvoir le disqualifier de la présidence de la République. Votre parti politique s'appelle comment? Mon regroupement politique s'appelle la Force du Changement. C'est un regroupement politique indépendant, enregistré depuis 2016, reconnu par le ministère de l'Intérieur et autorisé à... Son adresse est où? Mon adresse se trouve donc actuellement à Sosimat. Vous avez combien de membres dans vos partis? Le nombre exact, je n'ai pas, mais j'ai tout plein d'adhésions tous les jours. Je pense que nous sommes donc dans les environs peut-être de 1 million de personnes, mais je n'ai pas la confirmation exacte. Sinon, je peux vous produire donc les listings. Tous les jours, on est inondé des demandes d'adhésion à la Force du Changement. Et ça, c'est à travers tout le pays. Attendez, le dernier meeting que vous avez fait, c'était quand? Je ne fonctionne pas comme ça. J'ai fait plusieurs activités. Par exemple, la semaine dernière, j'étais invité à animer une conférence, 2 conférences donc dans un mois. À Fatima, il y avait au moins 300 personnes qui ont assisté à la conférence que j'ai faite sur le bradage. J'arrive sur le bradage des ressources naturelles de la RDC. La semaine qui vient de s'écouler, j'étais invité à faire aussi une conférence donc sur la ZLECAF, la zone de libre-échange au niveau continental. Tout cela, moi je situe cela dans le cadre des activités intellectuelles, mais aussi des activités politiques. Donc vous êtes conférencier ou vous êtes homme politique? Mais messieurs, moi je suis un homme politique intelligent, qui ne fait pas simplement la politique dans la rue en criant à gauche, à droite. On choisit des sujets qui demandent de l'intellect et nous allons vers ces gens-là et le message se propage dans la population. Donc, je ne sais pas, vous êtes habitués à des hommes politiques qui ne connaissent rien sur le plan scientifique, mais qui ne font que la politique. Moi, je ne suis pas ce genre de politique. Donc, vous faites la politique, vous ne connaissez pas le nombre de membres de votre parti? Je viens de vous dire... Votre secrétaire général, c'est qui? Pardon? Le secrétaire général de votre parti. Nous avons une structure qui appelle pour un coordonnateur de la Force du Changement, qui s'appelle professeur Rodolphe Iolo. Il est professeur à l'IPEN. Pas de comité de quartier, pas de... Nous avons des comités, à l'étranger, rien. Nous avons des comités, ce qu'on appelle donc des cellules de sensibilisation dans des provinces, au niveau des provinces, au niveau des territoires, et ainsi de suite. Là. Donc nous sommes présents à travers le pays. Et je voudrais vous dire votre bureau en Bujumaï, on est très souvent en Bujumaï. Est-ce que vous pouvez me laisser parler aussi? Allez-y. Parce qu'il ne faut pas m'interrompre simplement qu'on aille dans tous les sens. Non, on a parlé politique là. Là, on parle politique. Oui. On parle de votre profil politique. Oui. On n'est pas dans tous les sens. Politique. Donc, laissez-moi vous dire maintenant que nous avons des présences partout sur l'ensemble du territoire national. Et je peux vous dire que dans chaque province, nous sommes représentés. Dans chaque province. Je peux poser la question maintenant? Allez-y. Votre adresse à Lubumbashi et à Mbujimayi? Non, je n'ai pas à connaître des adresses par cœur. Je ne suis pas à mesure de vous donner donc des adresses précises. Donc vous avez des représentations dont vous ne connaissez pas les adresses? Non, je ne peux pas connaître les adresses par cœur. Bon. À quoi ça me servirait donc de connaître les adresses dans tous les coins de la République? Si vous demandez à l'UDPS votre permanence en Mbujimayi, ils vont vous le dire. L'UDPS et l'UDPS. Si vous demandez le PPRD, c'est à la Mouille là-bas. Si vous demandez UNC, on va vous dire c'est en face de l'hôtel de ville. Vous avez fini. Et je voudrais vous dire que l'UDPS a sa structure, son organisation. Ce que l'UDPS fait, je ne dois pas nécessairement le faire. Mais je vous dis que nous avons des présences à travers le pays. Qu'est-ce qui a fait que pour déposer la caution au niveau de l'élection présidentielle, jusqu'à minuit ces jours-là, l'argent n'était pas là? Encore une fois, je devine que vous connaissez comment le système bancaire fonctionne. Je quitte les États-Unis, j'arrive ici. Moi, je ne suis pas la personne qui fait le money laundering, qui se promène avec l'argent dans la poche. Je quitte les États-Unis, je viens ici et je fais un ordre de virement. L'ordre de virement pour que l'argent soit transféré au Congo. Je connais ce qu'on appelle les dates de valeur.
C'est-à-dire que quand j'ai besoin d'utiliser l'argent le lundi, je m'organise pour que l'argent arrive ici le vendredi. Pour que lundi, j'utilise ça et je n'ai pas besoin de garder l'argent oisif. J'arrive. Oui. C'est ce que j'ai fait. Je quitte les États-Unis, on donne l'ordre de paiement à la Chase Manhattan Bank pour que l'argent soit transféré ici, arrive tel jour. Malheureusement, il s'est fait que ce jour-là, les banques ici étaient déjà fermées. L'argent est arrivé, on nous a informés, parce qu'on pouvait voir ça sur l'écran, que l'argent était déjà donc dans le système. Mais le compte n'était pas encore crédité. On nous a dit qu'il fallait attendre le jour suivant. Il n'y a rien de mal dans tout ça. Et vos effets de campagne aussi ont été volés? Pardon? Vos effets de campagne, vos effigies, vos t-shirts, tout ça a été volé. Je vais vous dire une chose. Vous êtes du PPRD, non? Je vais vous dire, quand je suis arrivé des États-Unis, vous savez les gens qui ont volé mes livres à l'aéroport. Vous connaissez très bien que j'ai publié le livre qu'on appelle le plan Marshall. J'ai amené 5 valises pleines de ces livres-là pour distribuer donc aux gens. Les gens du PPRD, ils ont volé ça à l'aéroport. Ah! Mais bien sûr, qui d'autre pouvait voler? Qui avait intérêt à voler donc mes livres? Ils ont volé donc ma vision. Dans vos livres, il y avait quoi d'important qui pouvait La vision de développement, en réalité, ce qu'on cherchait, c'était quoi? Ce n'était même pas les livres dans les valises. On pensait que les $100 000, je les avais dans les valises. C'est comme ça qu'ils sont allés voler, pensant qu'ils allaient trouver ça. Mais intelligent que je suis, je ne me déplace pas avec de l'argent comme ça, je ne fais pas les money laundering. Mais l'agent de campagne n'était pas là non plus. Non, messieurs, moi je ne suis pas venu ici pour parler de futilité. Ce que vous faites là sont des futilités. Revenons à vous, Noël Tchani. Revenons à vous. Vous êtes parti aux campagne électorale, etc. Vous avez eu combien à l'élection présidentielle? Je n'ai pas besoin donc de revenir sur ça. Les élections sont passées, je me concentre sur l'avenir. Je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Bon, vous parlez beaucoup de plan Marshall, plan Marshall, plan Marshall. Le plan Marshall proposé par les États-Unis pour le développement de l'Europe, c'était basé sur quel concept? Je ne sais pas ce que vous entendez par concept, mais je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Après la Deuxième Guerre mondiale, les pays européens sont détruits par la guerre. Les infrastructures sont complètement détruites. Les routes, les aéroports, les ports, les chemins de fer et consorts. Le chômage est galopant. Les économies sont désarticulées. Les États-Unis d'Amérique conçoivent un plan Marshall. Ça s'appelle Marshall parce qu'à l'époque, il y avait le secrétaire. D'abord, il était secrétaire d'État, puis devenu secrétaire donc, du Trésor. On conçoit donc ce plan-là pour remettre les économies européennes détruites par la guerre sur la bonne voie. Les financements là provenaient d'où? Les financements provenaient des États-Unis d'Amérique. Du Trésor américain? Du Trésor américain. Très bien. Oui. Alors maintenant, aux Européens, qu'est-ce que les Européens devaient faire pour capter cet argent? Pardon? L'Europe, qui devait se reconstruire sur base de ces financements, ils devaient faire comment pour rembourser cet argent? Une fois qu'on a reconstruit, c'est ça le concept élémentaire quand on est banquier. Oui. Une fois qu'on a prêté de l'argent pour reconstruire les infrastructures, l'économie produit. Cette économie qui produit, on dégage des taxes, on dégage des revenus. On peut utiliser ça pour rembourser. Donc ça, c'est un concept élémentaire. Mais ce que je voudrais souligner ici, c'est quoi? C'est qu'on a célébré tout récemment les 75 ans du plan Marshall européen. Une fois qu'on a fait ça, les pays européens ont été reconstruits. Aujourd'hui, quand vous parlez de la France, de l'Allemagne, de tous ces pays-là, ils sont debout grâce à l'assistance, donc dans le cadre du plan Marshall, l'assistance qui était donnée par les Américains. Pas forcément. Bon, je vous dis bien que si on n'avait pas fait, ils ne seraient pas là où ils sont aujourd'hui. Pas forcément. Bon, vous pouvez contester, mais je vous dis simplement... Je peux vous expliquer comment. Mais la deuxième chose, c'est quoi? La deuxième chose importante, c'est que avant que je vienne ici, je réalisais que mon pays était aussi détruit par les guerres successives. Les infrastructures de base étaient détruites. L'économie était désarticulée. Le chômage était galopant. 85% de la population active au chômage. Moins de 10% de la population avait accès à l'eau potable, à l'électricité, aux services de télécommunications. Il y a déjà ici 4 questions pour vous. Hein. On est en direct. Bon, laissez-moi parler. Il ne faut pas m'interrompre, s'il vous plaît. Si. Non, je vous signale déjà. Maintenant, une fois qu'on a terminé j'ai terminé donc à faire ce diagnostic de la situation du pays. Ce que j'ai fait, c'est quoi? J'ai proposé maintenant des solutions. Je me suis dit, pour reconstruire l'économie de mon pays, voici comment il faut s'y prendre. Il faut que nous puissions tous investir dans la paix et la sécurité. Je suis content qu'aujourd'hui, le chef de l'État a décrété l'état de siège. C'est une façon d'investir dans la paix et la sécurité. Attendez. Non, vous m'avez posé la question sur le plan Marshall. Laissez-moi finir. Non, il ne faut pas raconter des choses. Moi, je n'ai pas besoin de ça. La question de savoir, le plan Marshall était l'argent du Trésor américain mis à la disposition des pays européens qui peuvent l'emprunter pour investir pour le développement. Et ils allaient rembourser cet argent. Vous avez copié. Vous dites plan Marshall pour la RDC. D'où vient l'argent liquide, disponible, à mettre à la disposition de la RDC et quel est le mécanisme de remboursement de cet argent?
Très bonne question. Oui. D'abord, vous commettez l'erreur en disant que vous avez copié. Je n'ai pas copié. Je voudrais vous dire que depuis qu'on a conçu le plan Marshall américain pour l'Europe, le terme plan Marshall est devenu un terme générique qui veut dire simplement plan de développement, plan de reconstruction d'un pays. Ça ne veut pas dire qu'on copie le plan des Américains pour l'Europe. J'ai conçu un plan congolais à partir de zéro. Oui. Mais pour vendre ce plan-là, sur le plan international, tout comme sur le plan national, pour que ça soit connu de tout le monde facilement, pour que quand les gens entendent le nom du plan... Vous avez emprunté les termes Marshall pour un plan qui n'a rien à voir avec le concept Laissez-moi finir. Oui? Le mot plan Marshall veut dire aujourd'hui plan de reconstruction d'un pays qui a été ravagé. Mais laissez-moi finir. La similitude avec Marshall, c'est quoi? La similitude, c'est ça. Je vous dis bien que plan Marshall, c'est comme dans votre maison. Vous utilisez donc un frigo pour garder donc à manger là-bas, au froid, n'est-ce pas? Vous savez, frigo, c'est ce que ça veut dire. C'est une marque. Mais maintenant, quand vous avez un frigo qui est Sony ou bien Mitsubishi, on l'appelle comment? Frigo. C'est un terme générique. Le mot plan Marshall, pour les économistes, ça veut dire un plan de reconstruction donc d'un pays. J'ai conçu un plan de reconstruction donc de la République démocratique du Congo pour que les gens comprennent de quoi il s'agit. Non seulement donc ça n'a rien à voir avec le concept de ça n'a rien à voir avec le plan Marshall européen. D'accord, on a compris. Donc, voilà, ça n'a rien à voir. Vous avez posé la question, où est-ce qu'on va trouver les fonds? Je voudrais d'abord vous dire que le plan que j'ai conçu avant la Covid-19, je l'avais évalué à 800 milliards de dollars sur 15 ans. Après Covid-19, j'ai réalisé qu'on a plus de défis qu'on avait pensé. Je l'ai actualisé, il est chiffré à 1000 milliards de dollars à mettre en œuvre sur 15 ans. Où est-ce que l'argent, d'où viendrait l'argent? La combinaison donc de 3 ou 4 sources. La grande portion de revenus viendrait des revenus intérieurs. C'est-à-dire, nous devons améliorer la gouvernance, combattre la corruption, la prédation des ressources naturelles et le détournement des fonds publics. C'est pour cela que je n'ai aucune pitié pour les gens qui mettent les mains dans les caisses de l'État. Noël Chani. Mais vous m'avez posé la question, laissez-moi finir. Je ne vous ai pas demandé de venir m'expliquer votre plan. Vous m'avez demandé d'où viendrait l'argent. Je vous ai dit la première source. Améliorer la gouvernance, combattre la corruption, combattre les détournements publics, des fonds publics et surtout enlever ou éliminer la prédation, le bradage des ressources naturelles comme Albert Youm l'a dit donc l'autre jour dans une interview. Ne citez pas les noms des gens, ce n'est pas l'objet. Mais maintenant, deuxième source de revenus. Non, il faut que je termine ça. Oui. Deuxième source de revenus, on pourrait mobiliser ce que j'appelle des investissements directs des étrangers. Quand on améliore la gouvernance, on met en place un bon environnement des affaires, on peut attirer des investissements directs des étrangers, des gens qui viendraient investir dans des projets spécifiques qui sont ce qu'on appelle en anglais self-liquidating. C'est comme la construction du barrage d'Inga. C'est comme la construction d'une autoroute qui irait des bananes en Ganajika ou des bananes en Mahagi. Cette route-là, on peut mettre le péage, on va récolter l'argent. Tous les camions qui passent par là, on va rembourser le prêt. Ça, c'est la deuxième source donc d'argent. Troisième source d'argent, à part donc les revenus internes, améliorer la gouvernance et les investissements directs des étrangers, nous pourrons en ce moment-là emprunter le reliquat qui viendrait des bailleurs de fonds bilatéraux ou multilatéraux. Mais sur les 100 milliards, 1000 milliards donc de dollars, 80% proviendraient des ressources intérieures. C'est ça la différence avec le plan Marshall américain. Le plan Marshall américain est financé par l'extérieur. Dans notre cas, on mobiliserait des ressources intérieures parce que le Congo, c'est un pays riche qui n'attend que l'occasion d'améliorer la gouvernance pour qu'on ait tout cet argent-là dans les caisses de l'État. On appelle ça des théories généralistes. C'est pas l'objet. Vous parlez à un spécialiste de développement, s'il vous plaît. Il faut respecter ce que je suis. Non, ce sont les théories généralistes. Revenons à vous. Donc, j'ai déjà des questions ici. Est-ce que vous savez que les gens ne vous prennent pas au sérieux? Messieurs, les gens me prennent très au sérieux. Vous savez pourquoi? Quand j'ai envoyé un petit tweet comme ça, toute la planète a bougé, toute la RDC a bougé. Vous savez quoi? Vous savez que les gens ne vous prennent pas au sérieux. Mais je vous dis bien que les gens me prennent au sérieux. Je n'ai pas besoin que vous puissiez me définir. Les gens ne vous prennent pas au sérieux parce que vous parlez souvent beaucoup et vous dites rien de consistant. Mais je vous dis des choses consistantes, c'est que vous ne les comprenez pas. Vous ne comprenez pas ce que je dis. Si vous avez travaillé à la Banque mondiale, dans les banques privées, vous êtes venu candidat président de la République, vous n'avez même pas obtenu un seul point à l'élection présidentielle. Et que vous passez tout votre temps aujourd'hui à faire que des tweets, vous n'avez pas de siège, vous n'avez pas de militants, vous n'avez pas de base. Vous êtes de Kassai, non? Noël Chani. Vous le savez très bien, je vous ai dit tout à l'heure là d'où je suis. Vous avez votre adresse chez vous, à Moujoma ou à Nganda? Non, je ne veux pas aller dans des futilités de ce genre-là. Je n'ai pas besoin de donner... Non, je vais vous dire une chose. Je n'ai pas besoin de dévoiler mon adresse. Pour que vous veniez me tuer la nuit, je ne veux pas dévoiler mon adresse. Pour quelle raison? Vous avez où dormir quand vous rentrez chez vous? Mais bien sûr que oui.
Je dors chez vous, je dors chez moi. Mais bien sûr que oui. Il ne faut pas raconter donc des histoires qui sont... Vous êtes un journaliste donc de renom. Moi, je pense que ça sont des questions qu'il faut peut-être que les gens de la rue posent. Vous avez développé depuis quelque quelque temps un concept qui énerve tout le monde. En commençant par les Congolais eux-mêmes. Congolité. Si vous avez été aux États-Unis, à l'étranger, etc., ceux qui nous suivent en ce moment à l'étranger, des Congolais, se sont mélangés avec les Américains, les Français, les Africains, etc. Tous ces gens défendent les Congos matin, midi, soir. D'autres ont fait des métis qui sont vers la deuxième, troisième génération. Qu'est-ce qui vous a piqué, Noël Tchani, de venir ici à Kinshasa et de dire que la prochaine élection présidentielle, il faut être de père et de mère congolaises? Vous avez posé la question, vous me laissez maintenant répondre. Oui. Je voudrais d'abord vous situer dans l'histoire. Nous avons connu des changements dans notre pays. Nous avons connu la période donc des Zaïre-Pays, sous le maréchal Mobutu. Nous avions la constitution de la République du Zaïre. Article 7 de la constitution de la République du Zaïre disait ceci: ne peut être candidat à la présidence de la République du Zaïre que tout Zaïrois d'origine, virgule, c'est-à-dire né de père et de mère zaïrois. C'était ça l'histoire de la RDC. Les gens sont allés en Afrique du Sud sous l'effet de la manipulation. De père et de mère. De père et de mère zaïrois. Merci. Continue. Ça, c'est la constitution de la République du Zaïre, article 7. Oui. Ils sont allés en Afrique du Sud. Les gens étaient naïfs. Les malins ont enlevé le mot né de père et de mère. Ils ont laissé nationalité congolais d'origine. Et les autres Congolais, ils ont pensé que ce que ça veut dire, c'est la même chose que sous Mobutu, qui disait être né de père et de mère. Mais ces malins-là, les mafieux-là, aujourd'hui, ils veulent infiltrer dans le système au sommet de l'État des gens qui ne remplissent pas les critères. Même sous Mobutu, ils n'étaient pas éligibles. Maintenant, pourquoi moi je me réveille aujourd'hui? Je suis quelqu'un qui a pu faire des études pour analyser les choses. En analysant la situation, j'ai remarqué que depuis 1996, il y a eu un afflux de militaires étrangers sur le sol congolais. 96. Depuis 1996. Oui. 96-97. Ça a culminé par l'arrivée au pouvoir de M. Laurent Désiré Kabila le 17 mai 1997. Mais pour qu'il arrive au pouvoir, il y a eu les troupes armées du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda qui ont marché sur la RDC. Pour les combattre, M. Laurent Désiré Kabila... Vous allez continuer. Laissez-moi vous poser cette question. Oui. Depuis 1960, il y a eu combien de métissages en RDC? Non, je ne veux pas aller dans ça. Non. Je ne connais pas combien de métissages il y a. Alors, si vous ne connaissez pas le nombre de métissages... Non, mais je vous dis simplement que... Attendez d'abord. Oui. J'ai dit, depuis 1960, il y a eu combien de métissages en République démocratique du Congo? Les Congolais qui sont partis en Belgique, aux États-Unis, se marier avec ces pays, ces gens-là, ramener les enfants ici. Combien? Je ne pourrais pas vous donner le nombre. Mais tous ces enfants-là... Il y en a eu quelques-uns. Non, mais laissez-moi... quelques-uns. Vous me posez la question de justifier ce que je propose. Jean-Pierre Bemba, tous les métis qui sont au Congo ici, ils ne sont pas congolais? Mais, monsieur, vous m'avez posé la question pour que je vous explique. Tous les métis qui sont au Congo... Quand vous me laissez terminer ma présentation... Non, parce que vous êtes venu, vous allez seulement en 1996 ici. Moi, je parle de 1960. Vous pouvez me laisser maintenant parler? Oui. Ok. Et je vous ai dit que toutes vous ces connaissez armées... Jean Bamanissa? Je ne veux pas aller je ne veux pas individualiser les choses. Laissez-moi d'abord la logique. Si vous ne pouvez pas me laisser, ça ne sert à rien que je sois ici. Continuez. Je vais vous dire une chose, que depuis ce temps-là, il y a eu plusieurs militaires rwandais, ougandais qui sont venus ici. Pour les combattre, on a amené des gens qui sont venus d'où? Du Zimbabwe, de l'Angola, d'Afrique du Sud, de la Namibie, des militaires. Et toutes ces armées étrangères-là, avec leurs militaires sur le sol congolais, ont été rejointes par qui? Les armées de tous les pays du monde, venues dans le cadre de la MONUC ou bien de la MONUSCO. Ces armées-là ont fait au passage plusieurs enfants avec des femmes congolaises ou avec des hommes congolais, parfois de gré ou de force, des viols ou pas. On estime, le chiffre n'est pas connu, mais on estime environ peut-être 5 millions d'enfants qui sont nés dans ces conditions-là. Ces enfants-là, nous les acceptons, ce sont nos frères, ce sont nos enfants, ils sont congolais.
d'après la constitution congolaise, parce que pour être congolais, il faut être de père ou de mère. Et ils ont droit à tout. Maintenant, nous nous disons, parmi ces enfants, il y a eu aussi des enfants stratégiques. C'est-à-dire que certains pays ont misé très loin. Vous vous rappelez que Bosco Tanganda régnait sur l'est de la RDC. Ils ont fait tellement d'enfants là-bas en se disant, ces enfants dans 30 ans, ils sont éligibles pour être président de la République. On va les utiliser pour réaliser ce que le Rwanda, l'Ouganda et d'autres pays n'ont pas pu réaliser par la force militaire. Nous allons infiltrer le sommet de l'État. C'est ainsi que moi, j'ai vu ce danger à l'avenir. Je me dis, si nous ne le faisons pas, on va avoir au sommet de l'État des gens qui ne sont pas 100% loyaux à la République démocratique du Congo. Et s'ils ne sont pas loyaux, en ce moment-là, ils vont infiltrer la RDC, basculer la RDC sous le contrôle du Rwanda, de l'Ouganda ou de notre pays. Non. En ce moment-là, nous sommes foutus. Pourquoi? Parce qu'ils vont balkaniser la RDC, ou bien ils vont mettre... Je vous ai dit tout à l'heure que je suis formé dans les meilleures universités de la planète. Universitaire, qui prend les décisions dans un pays? C'est le président ou c'est l'organisation, le système? Tout le monde prend des décisions. Le président, c'est une personnalité importante dans un pays. Qui prend et si vous avez un président qui est traître au sommet de l'État, il va trahir la RDC. Nous avons vécu ça avec le bradage des ressources naturelles. Si on avait des présidents nationalistes, on ne serait pas arrivé à ça. Noël Tchani, les ministres, les directeurs généraux, les secrétaires généraux, les universitaires, les spécialistes. Aujourd'hui, le Congo, économiquement, est contrôlé par qui aujourd'hui? Moi, je pense que, Jean-Marie, pour que nous puissions avancer... Non, mais on est en train d'avancer, c'est votre concept. Non. Moi, je n'ai pas terminé la présentation de mon idée. C'est votre concept. Ma proposition, vous ne l'avez pas encore entendue. Non, j'ai dit, vous dites finir. Pas d'étrangers à la tête du pays. Je n'ai pas fini ça. Ce n'est pas ça que j'ai dit simplement. J'ai dit que tous les Congolais... Alors, laissez-moi vous poser des questions. Non, laissez-moi d'abord finir ma présentation. Je vais maintenant vous donner... Non, laissez-moi finir ma présentation. Vous m'empêchez de dire aux compatriotes de quoi il s'agit. Je vous donne maintenant les questions des téléspectateurs. Non, je ne veux pas entendre les questions avant que je finisse ma présentation. Il faut d'abord entendre ce que je propose. Moi, je pose des questions quand même. Oui, mais vous me faites venir ici et vous m'empêchez de parler? Non. Carlos Mangala, qui est à Paris, il nous suit en ce moment, c'est un professeur. Il dit, professeur, pouvez-vous dire aux Congolais une seule initiative à impact visible pour le bien des Congolais que vous avez prise? Je vais vous donner, à part ce concept de... Je vais vous dire maintenant une seule initiative à impact visible pour les Congolais. Oui. Chers compatriotes qui se trouvent à Paris, il faut d'abord qu'ils viennent au Congo, il va savoir ce que j'ai fait. Mais je vous informe qu'en 1997, ce pays avait une monnaie qu'on appelait le Zaïre monnaie. J'ai été appelé par Mzee Laurent Désiré Kabila et il m'a dit, aidez votre pays à se doter d'une monnaie crédible. Mzee Laurent Désiré, vous connaissez? Et bien sûr, il m'a appelé. Il vous a appelé, Mzee? Il m'a appelé chez moi, à Washington. Ah bon? Il avait votre téléphone? Bon, un chef d'État qui veut savoir où se trouve un Congolais. Alors, Mzee, vous avez fait venir et puis? Il m'a fait venir et il m'a dit, aidez votre pays à avoir une monnaie crédible. Vous savez quoi? On a mis en place un comité de réforme de la monnaie. J'ai co-présidé le comité de réforme de la monnaie. Nous avons conçu le franc congolais en remplacement du Zaïre monnaie. Mais bien sûr que oui. Avec Jean-Claude Massango? Jean-Claude Massango est venu après qu'on ait conçu la monnaie. Il ne faisait pas partie de l'équipe au départ. Jean-Claude Massango? Laissez-moi finir, messieurs. Il va vous intenter un procès. Qu'il aille, moi je vais l'intenter de procès parce qu'il réclame des choses qu'il n'a pas faites. Vous dites que vous avez participé à la mise en place du franc congolais. Mais messieurs, laissez-moi finir. Oui. Vous ne voulez pas que je puisse finir? Oui, finissez. Ok. On a conçu le franc congolais. Et je vous informe que c'est moi, Noël Tchani, que vous voyez devant vous, qui est convaincu personnellement, pas assisté d'autres personnes, qui est convaincu Mzee Laurent Désiré Kabila. C'était où? Au Palais de la Nation. Je l'ai convaincu. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Oui. Je l'ai convaincu à ne pas mettre ses photos sur les billets de banque. C'est pour ça que nous avons le franc congolais qui n'a pas la photo du président de la République. C'est vous qui avez dit à vous ne mettez pas. C'est moi qui voyais et je voudrais vous donner quelques références. S'il vous plaît, appelez le ministre des Finances de l'époque, Maompanga Monananga. Il devait être avec moi à la réunion, il avait choisi de ne pas être parce qu'il était appelé à autre chose. Je suis resté seul me débattre pour convaincre M. Laurent Désiré Kabila à ne pas mettre ses photos sur les billets de banque. Et je lui ai dit qu'une monnaie crédible, ce n'est pas celle où il y a le président en poste qui met ses photos partout. Et je lui ai donné l'exemple de Mobutu. Regardez, il avait ses photos partout. Il avait même mis sa photo sur le bâtiment de la Banque centrale. Mais il est parti, on l'a chassé du pays. Si vous voulez être populaire, faites le contraire de ce que Mobutu a fait. C'est Noël Tchani qui est l'auteur donc de cela. Je suis le véritable père du franc congolais, messieurs. Maintenant, deuxième exemple. Je veux que vous puissiez savoir aussi. Mzee Laurent Désiré Kabila venait de mettre un conseil d'administration de la Banque centrale.
Le conseil d'administration incluait qui? Il y avait 12 membres du conseil d'administration, parmi lesquels 7 ministres en poste. Panga Monananga, Pierre-Victor Mpoye, Étienne Richard Mbaya, Badimani Moulumba, Thomas Kanza et j'en passe. Ils étaient 7. Je suis revenu. J'arrive, laissez-moi finir. Noël Chani. Mais c'est pas vous, Noël Chani. C'est moi. Je vais vous dire. Attendez. C'est moi. Attendez. C'est pas vous, Noël Chani, ici, qui dénigrez Mouzé tous les jours, qui dénigrez la révolution. Je n'ai jamais. Attendez. S'il vous plaît, il ce n'est pas vous qui dénigrez Mouzé tous les jours, qui insultez son fils, qui dites que depuis vous voyez comment vous sautez l'arrivée de l'AFDEL, les Kabila, ils n'ont rien fait. Vous voyez comment vous sautez de coq à l'âne. Mais je vous dis les choses que j'ai faites. Vous m'avez demandé ce que maintenant, vous reconnaissez les biens de Mouzé. Je vous ai dit que ça sont les biens de Mouzé. Je vous ai dit que ça, ce sont des choses que j'ai conseillées à Mouzé et il les a fait. Au fait, ce sont mes biens. Ah bon, vous avez compris? Pas mais oui. Les Francs Congolais, il est le président de la République, c'est moi qui donne le conseil. Et vous savez ce que Mouzé m'avait dit? Tous vos frères là, ils parlaient des ministres. Quand ils viennent ici, ils me disent oui, mettez vos photos partout. La photo doit regarder à droite ou à gauche ou économie socialiste du marché consort. Vous êtes la seule personne à me dire la vérité. Donc, je vais le faire. Et quand j'ai annoncé cela au niveau de la Banque centrale, tout le monde avait applaudi. Voilà la réalisation de Noël Tchani, basée sur quoi? L'expertise que j'ai développée après avoir fait une thèse de doctorat à l'Université de Paris-Dauphine dans le domaine des banques et des finances. Mais vous ne m'avez pas laissé terminer l'idée, une autre réalisation. Noël Tchani, qui vous souffle dans l'oreille pour vous attaquer aux métis et aux frères congolais, notamment Moïse Katumbi, qui vous souffle? Vous voulez maintenant que je termine d'abord l'idée, parce que vous m'avez posé une question importante. La deuxième réalisation, j'ai convaincu Mouzé Laurent. Attendez, les héritiers de Mouzé sont là. Hein? Non, je vais Ils vont vous contredire alors terriblement. Ils peuvent, qu'ils sortent tous, je les attends ici. La deuxième chose, que vous avez donné des idées à Mouzé sur le franc congolais. Mais c'est connu. Je vais vous informer. Vous avez des photos? Prenez votre. Vous avez des photos? Non, prenez votre ordinateur. Oui. Allez sur ordinateur. Oui. Et mettez simplement Noël Tchani, Arthur Malumalu, Reuters, franc congolais. Vous allez voir un article publié par Reuters en ce moment-là. Disant que c'est le père du franc congolais. La personne qui annonçait même la conception du franc congolais. Et demandez à tous ceux qui étaient présents. Ils vont vous confirmer. On va vous ramasser demain sur l'internet, vous allez voir. Moi, je voudrais bien voir qui osera soulever son petit doigt. Personne ne va vous ramasser. Alors répondez à la question le véritable père du franc congolais. Qui vous souffle dans l'oreille? Vous ne m'avez pas laissé terminer la deuxième réalisation, s'il vous plaît. La deuxième réalisation, j'ai convaincu le président. J'ai convaincu le président de la République à enlever le président de la République, Mouzé Laurent Désiré Kabila, à enlever du conseil d'administration de la Banque centrale tous les membres du gouvernement. Parce que c'était contraire au principe de l'indépendance de la banque. Il y avait 7 membres sur 12. Quand je lui ai expliqué, il a dit, vous savez quoi, ils ne vont plus se réunir. Les ministres étaient très fâchés contre moi en me disant, nous nous réunissons chaque semaine. Mais sur mon plateau, vous dites des choses comme ça. Mais bien sûr, c'est la vérité. Vous pensez que moi, je suis un petit garçon venu ici raconter n'importe quoi? On va vous ramasser demain. Je voudrais bien les voir. Répondez à la question maintenant. Ça, ce sont des deux réalisations très importantes pour mon pays. Vous savez pourquoi je le faisais? En prenant tous les risques d'être impopulaire auprès de ces ministres. Vous avez dit que les Kabila parce que l'intérêt de mon pays était en jeu. Et j'ai toujours fait ce qui était dans l'intérêt de mon pays. Maintenant, posez la question. La question est... La question est... Qui vous souffle pour que vous vous attaquiez à Moïse Katumbi, à tous les métis du Congo? Les gens qui parlent comme ça, ce sont des illettrés qui ne comprennent pas quand on fait la distinction entre un intérêt général et un intérêt privé. Moi, je ne suis pas là pour défendre... Vous avez fait de Katumbi? Vous m'avez posé une question. Est-ce que vous allez me laisser parler? Répondez. Les gens qui réfléchissent comme ça... Vous avez peur de Katumbi? Les gens qui réfléchissent... Regardez, il est là. Vous savez quoi? C'est moi qui l'ai présenté à Étienne Tshisekedi. Il ne voulait pas le recevoir. Ah bon? Il est venu à Bruxelles. Je l'ai rencontré chez lui dans son appartement. Vous avez tout fait. Hein? Mais laissez-moi finir parce que vous me posez la question. Vous pensez que je suis né de la dernière pluie. Il m'a demandé d'organiser la rencontre avec Étienne Tshisekedi qui ne voulait pas le voir. Il était encore donc dans le G7. Je suis allé et il y a des témoins pour ça. Louis Michel à Bruxelles, il est au courant de ça. Salomon Kalondela, qui est avec lui, son conseiller, il était au courant de ça. Je suis allé, j'ai appelé le vieux. Je lui ai dit, il était en convalescence à ce moment-là. Je lui ai dit, il y a Moïse Katumbi qui est ici, qui souhaiterait donc vous rencontrer. Non, je ne vais pas le voir. C'est la Kabylie. Je lui ai dit, s'il vous plaît, il a des choses peut-être sur lesquelles on peut travailler ensemble. Je vous demande l'indulgence. Recevez-le, écoutez-le d'abord. Et vous savez quoi? J'ai voyagé aux États-Unis de Bruxelles le jour suivant. J'ai appelé le fils de
docteur Etienne Tshisekedi, le frère du président Félix Antoine Tshisekedi. Il s'appelle Roger. Il est vivant, vous pouvez l'appeler. Je lui ai dit, s'il vous plaît, venez. J'ai un message pour le chef, j'ai parlé avec lui au téléphone, mais je vais mettre ça par écrit pour qu'il puisse voir exactement ce que j'ai comme idée et pourquoi je demande donc qu'il puisse le rencontrer. Roger est venu à mon hôtel, c'était l'hôtel Zoom à Bruxelles. J'ai pris la lettre, je lui ai donné, il a donné à son papa et moi j'ai pris l'avion, je suis allé à Bruxelles. Donc c'est comme ça qu'il a été reçu. C'est vous qui avez introduit Moïse Katumbi chez C'est moi qui l'ai facilité. Donc vous avez plus de relations que Katebe Katoto, plus de relations que je ne connais pas les relations qu'ils ont, mais je vous dis moi ce qu'il m'avait demandé. Mais Moïse Katumbi était déjà grand leader. Il était déjà en contact avec toute la famille Tshisekedi, il était en contact avec le fils de Tshisekedi. Il y a eu quand même un début. Il y a eu un début. Ah, ok, il y a eu un début. Demandez-lui, je peux vous envoyer la photo qu'on a prise. Est-ce que Moïse Katumbi vous connaît? Je vais vous envoyer la photo qu'on a prise ensemble, lui et moi, dans son appartement ce jour-là. Je vais vous envoyer ça. Si vous voulez, ce soir-là, je vous l'envoie. Pourquoi vous êtes contre lui aujourd'hui? Mais je vous ai dit que je suis contre lui. Oui. Quand on fait une loi pour un pays, on ne vise pas un individu. Qui vous envoie pour vous attaquer à Katumbi? Mais monsieur, vous me posez des questions dans tous les sens. Allez-y. Je vous ai dit encore une fois de plus, j'ai vu l'intérêt de mon pays. Si l'intérêt de mon pays, pour qu'il soit préservé, il faut qu'on fasse une loi. Cette loi, elle est impersonnelle. Il n'y a personne qui est visé. Ce qu'ils sont en train de faire là, ça montre très clairement qu'ils ne visent pas l'intérêt général. Moi, je vois l'intérêt général. Je vois que la souveraineté du pays est en danger. Pour la protéger, nous devons verrouiller l'accès à ces fonctions-là. Est-ce que moi, je vous ai parlé de métis ici? Mais ceux qui sont peines de père et de mère, qui n'ont pas de père. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, ça crée beaucoup de problèmes. Je vais vous dire une chose. Vous m'avez dit, avant que je vienne ici, oui. Vous m'avez dit que vous avez des enfants avec une femme du Congo-Brazzaville, oui. Du Cameroun, oui. De notre pays oui. Encore africain. Ces enfants-là, ce sont des métis dans le sens dont vous définissez. Et qui sont congolais. Mais ce sont des Congolais. Ils doivent être pleinement congolais parce que leur papa est congolais. Je voudrais vous dire deux exemples. Comme Sarkozy. Laissez-moi maintenant vous donner deux exemples pour illustrer mon propos. Parce que vous voulez m'embrouiller et on ne va pas avancer. Comme Obama. Vous voulez m'embrouiller mais on ne va pas avancer. Non. Donc laissez-moi, je vais vous donner un exemple. Oui. Le premier exemple, c'est la Zambie ici à côté. Il y avait le président Sata avec un vice-président qu'on appelait M. Scott. Quand le président Sata est mort, il a fallu qu'on puisse organiser les élections pour avoir un président permanent. Le président Scott, qui était d'origine écossaise, un blanc, il a voulu se présenter. Vous savez que les Zambiens lui ont dit. Ils lui ont dit, vous pouvez tout faire sauf être président de la Zambie. Ce poste-là est réservé aux Zambiens de père et de mère. Il n'a pas pu se présenter. Vous connaissez notre président, comment il s'appelle? J'arrive. Ça, non, il ne faut pas me donner l'exemple des Zambiens. Ça, c'est un exemple. Non, il faut bien que vous puissiez suivre les exemples. Oui. Deuxième exemple important. Il y a une dame, Anne-Marie Makombo, que je salue au passage, qui a fait un témoignage assez éloquent. Mais elle dit, elle a un enfant avec un Camerounais. Cet enfant a été élevé au Congo, dans la maison de Anne-Marie Makombo, la Congolaise, et à côté de son père adoptif, le père adoptif de l'enfant, qui est donc congolais. L'enfant grandit et un jour, tout récemment, il y avait un match entre le Congo et le Cameroun. Tout le monde dans le salon était congolais. Et on l'a toujours considéré congolais. Mais dès que le Cameroun donc, a marqué, l'enfant a sauté. Il était le seul à applaudir le Cameroun et tous les autres Congolais étaient surpris. La mère a dit, mais elle était surprise de voir qu'un enfant qui a grandi parmi nous les Congolais, comment est-ce qu'il est attaché au Cameroun comme ça? C'est ça que j'appelle la loyauté. Loyauté partagée, cet enfant, il est attaché à la RDC de sa mère, mais aussi au Cameroun de son père. Au niveau de la présidence de la République, si cela arrivait, ça peut être fatal pour un pays. Nous voulons nous assurer que les Congolais, de père et de mère ou des mères, puissent faire tout, sauf dans ces niveaux de souveraineté-là, où ils doivent avoir la loyauté 100% à l'égard de la RDC. Pas de loyauté partagée. Vous connaissez notre président de la République? Oui. Lorsqu'il y a eu les débats ici sur des pères et des mères, in extenso, le son existe. Il a dit, moi, Félix Tshisekedi, ma mère à moi, a du sang angolais. Aujourd'hui, le président de la République. Donc, avec votre loi là, Félix Tshisekedi ne peut pas être président de ce pays. Ça, c'est faux. Maman Marthe, elle est kassaïenne. Je connais Maman Marthe très bien. Bon, qu'est-ce qu'elle dit Félix Tshisekedi? Non, elle est kassaïenne. Bon, je ne veux pas. Si vous voulez aller dans la ligue, si vous voulez aller dans la ligne... Non, lui, notre président, il a dit ça. Vous êtes mieux que lui? Bon, je ne connais pas ce qu'il a dit. Moi, je n'étais pas là quand il a dit. Mais je vous dis simplement Vous voulez que je vous donne le son?
Je connais Maman Marthe, elle est Kassaïen. Non, lui, non, je ne parle pas de moi. L'autre président, il a dit ça. Je ne vais pas personnaliser les débats. Parce que si vous voulez prendre des cas Si on suit individuels... votre concept, notre président n'a pas le droit d'être président. Monsieur, moi je pense que vous aurez dû me laisser d'abord terminer l'idée parce que vous n'avez même pas toute l'idée complète. Non, je vous donne l'exemple de notre président. Mais je vous dis et je Il vous ai a dit répondu. ceci. Je vous ai Moi, répondu. Félix Tshisekedi, ma mère a du sang angolais. À ma connaissance, Maman Marthe, elle est Kassaïenne. C'est ça que je connais. Si vous avez d'autres informations, c'est à vous donc de partager ça avec les gens. Mais à mes J'ai dit bien, connaissances, c'est notre président qui l'a dit, c'est pas moi. de toutes les façons, la loi que je suis en train de proposer, elle s'applique à tout le monde. Le président Félix est déjà président de la République. On ne va pas Donc retourner votre loi- en arrière. Non, elle n'est pas rétroactive. La loi n'est pas Ah, rétroactive. c'est pour le futur. C'est pour le futur. Mais ça, c'est Vous tout savez, à fait c'est normal. discriminatoire ce que vous faites là. Non, et je vais vous dire maintenant pourquoi vous parlez de la discrimination. Et je vais vous dire que parfois, il faut de la discrimination positive pour sauver un pays. Vous savez Vous le savez- nombre de métis dans ce pays? Mais messieurs, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Vous savez, par exemple, aux États-Unis, on a fait la discrimination positive comment? Les Américains, qui sont venus tous des pays étrangers, ils ont dit, sont Américains ceux qui sont nés sur le sol américain. Et ils sont éligibles pour tout, y inclut devenir président des États-Unis d'Amérique. C'est comme ça que Barack Obama, que les gens considèrent à tort comme étant africain, c'est un Américain qui remplit les conditions parce qu'étant né sur le sol américain. Cet Américain-là, Barack Obama, ou bien Bill Clinton, ou bien John F. Kennedy, ils sont éligibles pour devenir président des États-Unis. Les mêmes Américains-là qui parlent de la discrimination positive ou négative, ils ont dit maintenant tous les autres Américains qui sont venus d'autres pays étrangers, tels que Madeleine Albright, Henry Kissinger. Vous savez, Henry Kissinger, c'était le plus brillant de tous les secrétaires d'État jamais connus par les États-Unis. Noël Chani. Mais au-delà de cela, Arnold Schwarzenegger, Noël ils sont Chani. venus donc de l'extérieur. Noël Chani. Ces gens-là ne sont pas éligibles Laissez-moi pour vous devenir poser- président des États-Unis. Ils peuvent tout faire, sauf devenir président avez- des États-Unis. Noël Chani. Si chez eux, on a exclu près de 75 millions Noël d'Américains dans Chani. ces conditions. Vous avez la phobie Vous des croyez Rwandais. qu'ici, nous devons, ici, Noël Chani, vous avez la phobie des Rwandais. la phobie des Rwandais. Oui. Mais quel est le Congolais qui n'a pas la phobie des Rwandais? Vous voulez que le Rwandais donc vienne nous diriger aujourd'hui? Je suis comme tous les autres Congolais et c'est ça qui prouve que je suis véritablement Congolais. Les Rwandais nous ont causé beaucoup de tort. Si vous ne voyez pas ça, vous êtes aveugle. Les Congolais ne veulent pas qu'un Rwandais, 50%... Regarde, je vous donne un exemple. Vous avez connu James Kabarebe. Mzee Laurent Désiré Kabila nous l'amène ici, nous dit que c'est un Congolais. On le met chef d'état-major de l'armée. Vous Il commencez à connaît parler tous du les mal de Mzee secrets. maintenant. Il connaît tous les secrets. Vous commencez à parler du mal de Mzee maintenant. C'est pas le mal, c'est À la qui vous vérité. avez fait Donc, créer la foi laissez-moi congolaise. finir. Il connaît tous les secrets militaires. Qu'est-ce qui arrive? Lui et Mzee ne s'entendent pas. On les chasse, ils rentrent au Rwanda. Et vous savez, comme il connaissait tous les secrets militaires, premier acte, il prend l'avion plein de militaires rwandais. On prend Kitona, la base de Kitona. On confisque le barrage d'Inga. Noël On coupe Chani. l'électricité à Kinshasa. C'est ça l'infiltration sur de l'État. Nous voulons Noël éviter Chani. ça. Noël Chani. Les Congo, est-ce que le Congo appartient aux Kassaïens? Je vous ai dit que le Congo appartient aux Kassaïens. Nous sommes 105 millions d'habitants. Les 105 millions d'habitants, je les considère tous les mêmes. Kassaïens, lingalophones, kikongophones, swahiliphones. Pourquoi il y a nous sommes tous les pourquoi mêmes. il y a que les Kassaïens qui peuvent développer des thèses comme ça? Mais mon cher ami, moi je suis choqué que vous puissiez voir les choses en ces termes-là. Moi je ne vois pas les choses en termes de tribus. Je suis un véritable nationaliste. La loi que je propose là, je vous ai On dit connaît qu'elle un va pasteur protéger- qui parlait comme ça, comme vous, un pasteur. On ne citerait pas son nom, tout le monde l'a compris. Mon C'est cher, pasteur. moi je suis déçu. que Vous puissiez développez parler le comme mécanisme comme ça. Aujourd'hui, le Je partenaire... suis attendez, déçu. Attendez, Je le suis déçu partenaire que vous du parliez président- comme ça. Attendez, le partenaire du président ont été, il ne reste pas beaucoup de temps, ont été Vital Kamerhe, Joseph Kabila, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba. Si déjà, vous les Kassaïens, vous faites fâcher le président de tous ses partenaires, avec qui Félix Tshisekedi va travailler. Mais en quoi ce que je fais engage le président ou bien fâche les partenaires de Félix? Parce que la loi vous que je réclamez de propose lui, là, c'est pas non, un non, secret. non, 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 je vais vous dire quoi. Oui. La loi que je propose là, Oui. elle va protéger la souveraineté nationale. Vous savez, En la quelle souveraineté qualité d'abord nationale. vous le Non, laissez-moi finir. Oui. La souveraineté nationale, elle est applicable à qui? À tous les Congolais, sans exception. Il n'y a aucun Congolais qui aimerait que son pays soit dirigé par un moitié Congolais et moitié Rwandais. Aucun Congolais. Tous les Congolais, les vrais Congolais, ils sont d'accord avec moi. Il faut regarder les réseaux sociaux. Est-ce que vous ne vous rendez pas compte que, en faisant ce que vous faites ici, vous allez faire haïr les Kassaïens de toutes les tribus du Congo? Mais vous savez quoi? Je suis adoré maintenant par tout le monde, par tous les Congolais. Dans Pourquoi votre ils vont tête? cueillir? Mais dans ma tête, regardez les sondages donc sur il y a une dame là qui a Benita, je crois, qui a connu qui a Sondage. fait un sondage. Quel institut?
Bon, je peux vous envoyer les résultats. Ça mais jusqu'à pas. présent, là, je Ça vis n'existe 62% pas. en faveur de la loi. D'abord, il y a quelqu'un qui vous a posé la question ici. Demandez à M. Tchani, il n'est ni député, ni qui que ce soit. À quel titre il fait ce type de Très proposition? bonne question. À quel Très titre? bonne question. Vous savez, le problème avec le Congo, c'est qu'on pense que pour faire quelque chose pour son pays, il faut être président de la République. Non, pour faire c'est quelque pas chose, ça. j'arrive. Il faut pour être faire élu, quelque chose pour son pays, il faut voir la qualité. Pour faire quelque chose pour son pays, il faut être député ou bien sénateur. Oui. Moi, je pense que tout citoyen congolais a le droit et le devoir de participer à la gouvernance de son pays, avec des propositions concrètes. Quand je vois des choses qui ne marchent pas, j'ai fait ça sur votre télévision ici. On voulait construire le pont entre Kinshasa et Brazzaville. Je suis intervenu sur Télé 50 avec Kilolo, le journaliste Kilolo, pour dire, si on construit ce pont-là aujourd'hui, on va mettre en faillite le port de Matadi et de Boma. Vous étiez le premier à faire ça. Et on va empêcher... Les gens du Bas-Congo manifestent depuis. Hein. J'étais l'un Ils des vous ont pas premiers. Et attendu. j'ai été appelé par les gens du Bas-Congo. Non. Mon cher, je voudrais que vous appeliez Ça professeur fait Lusolo longtemps Bambi. que les gens du Appelez Bas-Congo Lusolo ont Bambi. développé ça depuis Appelez longtemps. Lusolo Bambi. Arrêtez de vous... Oui, laissez-moi. D'avoir la Quand j'ai paternité parlé de des cette choses. façon-là, beaucoup de gens ont suivi. Et par conséquent, on a retardé la construction du pont à plus tard. C'était quoi ma contribution en tant que citoyen congolais? Donc, dans tous les domaines, je peux intervenir. J'ai fait la proposition du plan Marshall. Vous veniez de me demander tout à l'heure, le plan Marshall, c'est quoi? J'ai fait cette proposition-là pour que les gens utilisent les idées ou bien qu'on puisse développer la RDC. Donc, j'ai fait cette proposition de loi en tant que citoyen congolais et j'invite tous les autres citoyens à participer aussi. Question, il nous reste 5 minutes. Question. Vous parlez de la Banque centrale, vous parlez de la bonne gestion, etc. Aujourd'hui, on fonctionne hors budget. Aujourd'hui, il y a des détournements partout. Dans les gouvernements qu'il y a. Pas les gouvernements avant, ici, maintenant. Dépassement des budgets, partout. Des justices à deux vitesses. La Constitution est torturée dans tous les sens. Pourquoi vous ne prononcez pas sur tout ça, sauf sur les individus? Messieurs, moi, je pense que vous êtes très injuste à mon égard. Et je pense que vous me suivez sur Twitter. Chaque jour, j'envoie des tweets, soit pour dénoncer ce qui ne marche pas, soit pour faire des propositions des choses qui doivent être faites tous les jours. Et beaucoup de personnes me suivent donc dans ce sens-là. Quand vous dites ça, c'est que vous êtes très sélectif. J'étais l'un des premiers à dénoncer les dépassements budgétaires. Non pas par une institution, mais par toutes les institutions de la République. J'étais l'un des premiers à dire que le budget que nous avons ne nous permet pas donc de faire grand-chose. Nous devons diversifier l'économie, diversifier donc l'assiette fiscale pour qu'on puisse avoir plus de ressources. Toutes ces choses-là, je les fais tous les jours et vous pensez que ce que je fais, je vise des individus. Il n'y a aucun individu que je vise. Le Félix Tshisekedi a dit ici, ça c'est Arnaud Moussamba qui est à Libreville au Gabon, qui nous suit en ce moment. Il dit, le président Tshisekedi a dit que la question de la nationalité unique soit supprimée pour permettre aux compatriotes de revenir investir au pays. Vous savez, c'est ça la deuxième portion de la proposition que j'ai faite. Vous ne me laissez pas parler. C'est pour cela que les gens ne sont pas au courant de ce que je propose. À part verrouiller l'accès, non pas simplement à la présidence de la République, à la présidence du Sénat, mais aussi à ce que j'appelle les chefs de corps, c'est-à-dire présidence de l'Assemblée nationale, la direction générale de la migration, l'Agence nationale des renseignements, les ministères régaliens, c'est-à-dire la défense, l'intérieur, la justice, les affaires étrangères, les finances. À part ces choses-là, l'armée et la police, à part ces choses-là, je propose qu'on adopte le principe de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. C'est-à-dire qu'on est né congolais, on vit congolais, on meurt congolais, on est enterré congolais. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Quand les gens vont à l'étranger, ils obtiennent des nationalités étrangères. Ce sont ce que j'appelle moi des papiers, des nationalités de convenance pour être en mesure de travailler dans ces pays-là. Mais ils sont foncièrement congolais. Donc je veux qu'on adopte ce principe-là. Donc vous voulez qu'aucun Congolais n'épouse une femme étrangère? Je n'ai pas dit ça. Vous m'attribuez des choses que je n'ai pas dit. Oui, mais leurs dit. enfants, ils vont avoir droit à quoi? S'ils ne peuvent pas aspirer à devenir président de leur pays, aspirer à devenir président du Sénat, aspirer à devenir chef de la police. Laissez-moi finir d'abord l'idée que j'avais. Donc je disais l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. Maintenant, donc c'est le principe de la double nationalité ou multinationalité comme disent les Congolais, sauf avec les pays voisins. Pourquoi? Parce que nous avons connu une histoire, l'histoire donc d'occupation. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore établi un climat de confiance entre nous et certains voisins. Il faut exclure la double nationalité avec ces pays-là jusqu'à ce qu'un jour,
on se sente à l'aise et qu'on se dise que nous sommes vraiment des frères. En ce moment-là, on pourra revoir ce principe. Donc ça, c'est la proposition donc, que j'ai faite. Maintenant, vous me demandez si je ne veux pas que les Congolais épousent des femmes étrangères. Je ne peux pas entrer dans le domaine de l'amour. Si vous aimez une femme étrangère, vous l'épousez. Mais vous devez aussi connaître la loi de votre pays. Cet enfant peut tout faire. Ce n'est pas n'importe qui devient président. Sauf devenir chef de la police. Non. Sauf devenir des finances. Ce n'est pas sauf devenir même gouverneur de la ville. Ce n'est pas n'importe qui va aspirer à devenir président de la République. Vous avez étendu ça maintenant aux finances, à la police, au renseignement. Ils peuvent tout devenir. Ils peuvent tout devenir. C'est-à-dire, ils peuvent être professeurs d'université. Ils peuvent être médecins, sauf chef ils de peuvent la police. être des hommes d'affaires, ils peuvent être présidents des clubs de football, ils peuvent être sauf comme la police. Ils peuvent être comme la fille allemande qui est allée donc gagner la médaille pour au nom de la RDC. Elle est allemande, elle est la nôtre, on l'accepte. Sauf les fonctions de souveraineté. Et ces lois-là, ce n'est pas simplement Noël Tchani qui les propose pour la RDC. Tous les pays du monde les ont adoptés. Les États-Unis d'Amérique, la Zambie, le Cameroun, le Sénégal, tous les pays du monde. Noël Donc, nous ne devons pas être naïfs. Vous êtes un peu démodé. Moi, je pense que je suis trop en avance sur ma période. Vous savez, quand il y avait... Pour quelqu'un qui a voyagé, qui a étudié, qui a été dans les universités, qui est allé à la Banque mondiale, si vous réfléchissez comme ça, on vous trouve obsolète. Mais sincèrement, vous savez quoi? Oui. Vous êtes manipulé par quelques personnes qui visent leur intérêt personnel. Qui? Mais quand vous regardez... Non, toute votre interview ici, vous parlez donc des intérêts d'un individu ou de deux individus. Mais qui? Ce que je propose là, tous les Congolais sont derrière moi. Et je vais vous dire que cette loi, elle va passer. Pourquoi? Parce que j'ai vu la dynamique parmi les Congolais. Ils sont tous mobilisés. Vous connaissez la Côte d'Ivoire? Je connais la Côte d'Ivoire très bien. Vous connaissez l'Ivoirité? Je connais très bien. Ça a donné quoi? L'histoire de la Côte d'Ivoire n'est pas la même que l'histoire de la RDC. La Côte d'Ivoire n'a pas été envahie par des pays voisins. La Côte d'Ivoire n'a pas été pillée dans ses ressources naturelles par des pays voisins. On continue à nous piller aujourd'hui. Qui pille le Congo aujourd'hui? Mais vous connaissez qui pille le Congo? Le coltan, il est exporté par qui? Oui, mais qui vous le connaissez très bien. Les Rwandais, les Ougandais. Dans le système international, qui pille le Congo? Les Rwandais, les Ougandais, les Burundais, plus les firmes multinationales. Plus les firmes multinationales, avec la complicité de quelques Congolais. Congolais d'origine, ou Congolais 100% ou 50%, mais la complicité de certains Congolais corrompus. Si vous avez travaillé dans le système international, vous savez que les multinationales, les banques internationales, les systèmes financiers internationaux, c'est eux qui sont derrière les groupes armés. Vous affirmez ces choses-là et je vous dis, c'est peut-être parce que j'ai travaillé... Il n'y a pas peut-être, c'est ça la vérité. J'arrive. C'est peut-être parce que je n'ai pas les Rwandais, les tout petits pays là comme des prédateurs. Vous savez quoi? C'est peut-être parce que j'ai évolué dans le système international, que j'ai voyagé dans plusieurs pays, que j'ai vu comment ces pays-là sont gérés par qui, que j'ai dû être sensible à ça. Et je voudrais protéger mon pays en utilisant cette expérience-là. Il y a des gens qui sont en train de propager des fausses vidéos là pour dire oh non, vous savez quoi, le Ghana a été réformé par Jerry Rawlings. C'est vrai. Mais vous savez comment Jerry Rawlings est arrivé au pouvoir? Par un coup d'État. Ok? Nous ne voulons pas arriver donc dans ces conditions-là. Nous voulons créer des règles que tout le monde va respecter. Sarkozy? Je connais le Sarkozy. L'histoire de la France n'est pas l'histoire de la RDC. Ce n'est pas la même histoire. Nous avons notre histoire ici. Nos réalités ici. Nos réalités, c'est quoi? C'est que le Rwanda a envahi la RDC. L'Ouganda a envahi la RDC. Ils ont voulu placer à la tête de quelle province? Pardon? Le Rwanda a pris quelle province? Non, ils ont envahi, c'est-à-dire... Oui, mais ils ont envahi, mais ils ont pris quelle province? Ils ont pris toute la RDC, littéralement. Mais bien sûr, c'est comme ça que Mouzé Laurent Désiré Kabila est arrivé au pouvoir. Vous le savez très bien, non? Mais bien sûr que oui. Vous êtes venu travailler avec Mouzé? Mais bien sûr qui a envahi le pays. Vous n'avez pas vu les Rwandais ici? Mais Jean-Marie, vous me dites que vous étiez journaliste depuis longtemps. Comment est-ce que vous ne connaissez pas ces réalités-là? Ce n'est pas les Rwandais, monsieur. Mais bien sûr, Les Rwandais n'étaient que des éléments utilisés pour arriver ici. Je ne refuse pas, mais nous avons vu le Rwanda. Comme les Français, et je dis bien qu'il y a eu des firmes. Ils ont utilisé les Américains, comme les Russes. Je ne refuse pas ça, mais nous savons nos voisins, ce ne sont pas les États-Unis. Nos voisins, c'est les Rwandais, les Ougandais et les autres. Éviter seulement la haine. Merci beaucoup. Maintenant, les gens vont se rendre compte de ce qu'est réellement Noël Tchani. Parce que Noël Tchani, en tant que Kassaïen, il a envie d'encourager ses frères à contrôler les systèmes. Mais avec des principes comme ça risque de ne pas aider. Pouvez-vous m'accorder une minute maintenant pour conclure? L'unité nationale et surtout la cohésion. Vous pouvez m'accorder maintenant une minute pour conclure? Vous avez la minute. Je voudrais dire ceci, mes chers compatriotes. Je propose de verrouiller l'accès à la présidence et à certaines fonctions essentielles de souveraineté pour protéger la souveraineté nationale et surtout pour promouvoir l'intérêt général.
Cette loi que je propose ne vise aucun individu. Ça concerne tous les 105 millions de Congolais que nous sommes. Même ça, pas c'est la Moïse première chose. Mais le deuxième aspect que je voudrais proposer, c'est pour éviter donc cette infiltration au sommet de l'État. Nous voulons avoir à ce niveau-là de responsabilité des gens qui sont 100% loyaux à la République démocratique du Congo et qui ne vont pas hésiter à prendre des décisions en notre faveur. Deuxième élément de la proposition que j'ai fait, je voudrais qu'on introduise. C'était une minute. Je voudrais qu'on introduise le principe donc de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. On est né congolais, on reste congolais jusqu'à la mort. Si vous optez pour la nationalité étrangère, c'est votre affaire. Mais nous vous reconnaissons en tant que Congolais. Mais nous allons exclure, dans ma proposition, la double nationalité avec les pays voisins à cause de l'histoire récente que nous avons connue. Je vous invite tous, mesdames et messieurs, à réaliser que je ne suis qu'un bon samaritain. Je voudrais sauver la République d'une infiltration au sommet de l'État. Et je voudrais vous remercier de soutenir cette proposition qui est salutaire pour notre pays. Merci beaucoup. Noël Tchani, commencez d'abord à faire élire. Comme député, et là peut-être vous avez je n'ai pas besoin, je suis plus débattre de ces choses à l'Assemblée. Je suis très important. La loi que je propose se trouve maintenant à la table de l'Assemblée nationale. Qualité pour le faire. Merci. Mais je suis citoyen congolais. Et vous allez suivre cette émission très régulièrement et vous tirez votre propre conclusion parce qu'ici, on laisse la parole à tout le monde et au contenu, c'est toi d'analyser vous-même ce que l'invité a pu dérouler aujourd'hui. À très bientôt, avec le même plaisir.